Merci beaucoup, Monsieur Paquette. Maintenant, notre prochain conférencier est Daniel Puskas. Daniel Puskas est psychoéducateur, psychothérapeute, psychanalyste et systémicien. Il est membre fondateur de la Libre Association de Psychanalyse de Montréal. En plus de sa pratique en bureau privé, il supervise des individus et des groupes, de même qu'il anime des séminaires de formation. Il assume les fonctions de superviseur formateur au Centre Jeunesse de Montréal, Institut universitaire. Il est également l'auteur de nombreux articles et livres, dont Amour fluet, Répétition transgénérationnelle et Fonction parentale, Capteur de rêve, La rencontre de l'accompagnement clinique psychoéducatif. Il est aussi co-auteur de l'accompagnement psychoéducatif, les vécus partagés et partage du vécu. J'invite donc M. Puskas à venir nous parler de l'intervention auprès des adolescents au Centre Jeunesse Institut universitaire. Daniel, je pense qu'il y a un souci. Ok, on va. Quand on touche tous les pitons, il ne fait absolument rien. Quelque chose qui ne va pas. Oh. Est-ce que déjà L'exposé de Daniel Paquette me fait me souvenir d'enfance. Avec ces jeux de bataille-là, mon frère et moi, on jouait à la bataille juste à la lutte, parce qu'on regardait avec mon père, ce qu'on faisait la lutte professionnelle. Et puis mon père, c'était un gars qui travaillait sur la construction, donc souvent, quand il avait travaillé, il était fatigué, donc il se couchait dans la cuisine. Et là, mon frère et moi, on en profitait, on avait 6-7 ans, mon frère un an plus jeune que moi, pour sauter dessus, puis être les bons lutteurs. Et finalement, il réussissait presque toujours à nous battre, sauf qu'on avait une ferme secrète, c'est qu'on allait manger des épinards ensemble, puis on se disait, puis là on est fort. De temps en temps, ils nous laissaient gagner, fait qu'on était tellement contents. Ceci pour vous dire que ça introduit aussi toute la question de l'intergénérationnel, parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer avec mon frère et mon père, et j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer aussi avec mes enfants. Et cette notion de plaisir-là, je pense qu'il ne peut pas s'apprendre, sauf par les expériences qu'on peut vivre. Puis on peut transmettre ces mêmes types d'expériences-là parce qu'on les a vécues aussi. Peut-être quelques mots sur mon parcours. Moi, effectivement, je suis psychoéducateur. J'ai commencé à travailler dans des internats de réadaptation au moment où, dans les années 70, on isolait beaucoup les enfants de leur milieu familial et puis du contexte social. Et puis assez rapidement, je me suis aperçu comme clinicien que ça avait des avantages, aussi des limites. Je me suis intéressé beaucoup à l'approche systémique pour dire, bon, au niveau des interactions, il y a seulement quelque chose par rapport au milieu familial, par rapport au contexte et tout ça. Puis parallèlement à ça, pour certaines difficultés personnelles,
d'aller en parler à un analyste pour faire un petit peu de ménage là-dedans. Ce qui fait que j'ai aussi eu de la formation en psychanalyse, en systémique, en psychoéducation. Aujourd'hui, je me définis davantage comme un clinicien, c'est-à-dire qu'il y a un problème clinique qui surgit, puis comment, avec le bagage d'expérience que j'ai, et avec les différents concepts qu'on peut utiliser, comment expliquer ces phénomènes-là. Le phénomène du transgénérationnel, transgénérationnel par rapport à intergénérationnel, je me suis aperçu cliniquement, surtout quand je suis arrivé pour travailler comme consultant auprès d'équipes éducatives qui travaillaient auprès d'adolescentes au centre jeunesse, qu'il y avait les éducatrices qui étaient le plus expérimentées me disaient souvent « Ah, on a eu la mère d'une telle, on a eu la mère d'un tel. » Chez les garçons, on voit moins ça, parce que l'histoire est moins portée, parce que les hommes restent plus en périphérie, en tout cas au niveau de la clientèle des centres jeunesse, tandis qu'au niveau des mères, on peut beaucoup plus voir cette répétition-là d'une génération à l'autre. Donc, ce qu'on pouvait constater comme clinicien, c'est de dire, effectivement, ces phénomènes-là existent dans le générationnel. Oui, c'est beau. Oui, que ces phénomènes-là transgénérationnels, c'est-à-dire qui traversent les générations, existent. Puis je me suis mis à m'intéresser aux mécanismes intergénérationnels. Qu'est-ce qui se passe entre les générations pour qu'il y ait cette répétition-là des difficultés intergénérationnelles qui traversent les générations. Je pense que de par mon histoire personnelle, il y a quelque chose, je pense, d'une sensibilité particulière. Parce qu'il y a eu, dans ma famille, une migration. Mon patronyme en témoigne. Mon père est né à Vienne, en Autriche. Ils ont traversé l'Atlantique, je dis ils ont, avec ses frères et sœurs et ses parents. Et puis dans cette migration-là, comme c'était, ça fait plusieurs années, les allers-retours étaient à peu près impensables. Donc il y a eu beaucoup de pertes, dont une langue maternelle qui était l'allemand, parce que mon père il est encore autrichien. Donc, beaucoup de pertes. Donc, toute une partie de l'histoire aussi que j'avais dont j'ai été coupé, une partie de mes racines. Donc, j'ai essayé de reconstituer aussi avec lui, avec ma grand-mère qui a été vivante jusque dans les années 90. Donc, ce souci personnel-là a redoublé, comme ça arrive très souvent chez beaucoup de cliniciens et de chercheurs, certaines problématiques individuelles, certaines questions individuelles qu'on porte va devenir un sujet de recherche clinique qu'on va généraliser. Donc, l'autre chose importante, comme mise en garde, c'est que par rapport à la clientèle avec laquelle je travaille, c'est sûr que les phénomènes transgénérationnels sont très importants, on les voit beaucoup. Mais la recherche démontre clairement que ce n'est pas parce qu'il y a eu abus ou négligence ou trouble d'attachement, trouble d'attachement c'est autre chose, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est très, très fort au niveau de la répétition. Ce n'est pas parce qu'il y a eu négligence ou abus qu'il va nécessairement y avoir une transmission automatique de ces abus-là et de cette négligence-là, parce qu'il y a toute une série de phénomènes de résilience qui sont de plus en plus étudiés, qui sont extrêmement importants et à étudier et à tenir compte dans notre intervention. Souvent, la clientèle avec laquelle on travaille est tellement perturbée que gratter le bobo, ça fait que ça les fait fuir plus que d'autres choses. Mais si on travaille sur certains mécanismes de résilience, qui fait qu'il y a des forces qui pourraient être développées à partir de certaines potentialités qu'ils ont, il y a quelque chose qui pourrait être extrêmement important au niveau du travail. Donc, une considération générale, une lecture sur 3 générations. J'ai 2 parties à ma présentation, une partie un peu plus théorique qui s'attarde un petit peu sur les mécanismes qui font qu'il y a une répétition intergénérationnelle. Je vais probablement passer plus vite parce que ce matin, avec Mme Moss et M. Lapointe, je pense qu'il y a une présentation extrêmement intelligente et dynamique, et je pense avec des qualités pédagogiques indéniables, que je ne voudrais pas reprendre ça, mais que ce sont des phénomènes
qui sont extrêmement importants dans les répétitions intergénérationnelles. Donc, une des considérations générales, c'est la lecture sur 3 générations. Plusieurs auteurs affirment qu'il faut 3 générations pour constituer un sujet. Parce qu'à 2 générations, on n'a pas comme de point de repère ou de contexte ou de tiers qui va faire en sorte qu'on va pouvoir jeter un coup d'œil sur une diade. 3 constitue vraiment un minimum pour construire un sens à une histoire familiale, et puis c'est une structure aussi symbolique qui donne des points de repère en dehors d'une relation duelle. Le sens. On parlait du sens en psychothérapie ce matin, on parlait des contextes. Donc, le sens, pour moi, est ce qui est primordial. La question du sujet ne se réfère nullement à ce qui peut résulter de tel sevrage, abandon, manque vital d'amour et d'affection. Elle concerne son histoire en tant qu'il la méconnaît. J'ai une petite citation de Lacan qui dit « L'inconscient, pour reprendre une belle formule du psychanalyste Lacan, est la mémoire de ce que l'homme oublie. » On est toujours porteur de ce qu'on a oublié, et c'est toujours quelque chose qui est actif, même si on l'oublie. Je dirais surtout parce qu'on veut l'oublier, c'est actif. Il y avait, Mme Moss parlait d'un exemple de déni. C'est pas parce qu'on dénie qu'on a été battu qu'il n'y a pas d'effet, au contraire. Donc, c'est pas tant les événements qui ont surgi, qui nous ont fait, mais le sens qu'on a pu donner à ces événements-là, à ces traumatismes-là, qui sont extrêmement importants. Parce que pour 2 individus XY qui vivent extérieurement le même traumatisme, le sens qui va être donné va être pour un peut-être beaucoup plus traumatique, parce que ça s'inscrit dans une histoire. Puis le sens qui va donner à ça va être très différent de l'autre, par exemple, qui aurait développé des mécanismes de résilience, et puis dont le sens va être beaucoup plus métabolisé. Ce n'est pas tant les événements que le sens qui est donné à ce qui nous arrive. Donc, la vie du sujet est orientée par une problématique qui n'est pas celle de son vécu, mais celle de son destin, à savoir qu'est-ce que son histoire signifie. Qu'est-ce que son histoire signifie, effectivement. Donc, je distingue 2 sortes de mécanismes, il y en a plus que 2, mais 2 grandes catégories, disons, de transmission transgénérationnelle, ceux intrapsychiques, qu'on a bien décrits ce matin avec les troubles de l'attachement, et ceux interactionnels, qui nous sont donnés beaucoup par la théorie systémique. C'est qu'un enfant, par exemple, est triangulé dans un conflit, un enfant est parentifié. On se rend compte dans la littérature que ces patterns-là familiaux ont tendance à se répéter d'une génération à l'autre. Que l'enfant qui a été parentifié va avoir lui-même des enfants qui vont être parentifiés aussi. Donc ça, c'est un peu mes deux lunettes. Celle-là. Donc, les troubles de l'attachement. Et puis l'autre biais par lequel j'ai étudié ces phénomènes-là, qui sont les traumatismes et les thèmes traumatiques importants chez la clientèle des Angeles. Le traumatisme, vous savez tous à peu près c'est quoi? C'est un peu l'impréparation du système psychique à faire face à un événement qui fait que c'est extrêmement difficile à assimiler, qui fait qu'il va y avoir des rêves récurrents, des souvenirs intrusifs qui vont surgir, justement pour essayer d'assimiler ce traumatisme-là. Et puis, il y a toute la question des thèmes traumatiques. Ça a été évoqué un petit peu ce matin. C'est-à-dire que c'est pas parce que quelque chose arrive une fois que c'est nécessairement traumatique, mais quand l'enfant se fait traiter 10 fois par jour, que c'est un maudit niaiseux, puis qu'on ne comprendra jamais rien dans la vie, puis qu'il est un raté, puis tout ça, à un moment donné, il va intérioriser ce discours-là maternel ou paternel, et il va lui-même être capable de se tenir ce propre discours-là à lui-même, se dévalorisant, et tout ça.
Donc, il y a les éléments traumatismes qui peuvent être, par exemple, les abus sexuels, mais il y a tous les thèmes traumatiques qui peuvent ressurgir dans la vie des enfants, qui ont le même effet que les traumatismes. En littérature, quand on regarde ça, les effets des traumatismes et les effets du thème traumatique ont les mêmes effets chez les enfants ou chez les personnes qui ont vécu ça. OK, ça on l'a vu un peu. L'impuissance, c'est l'impossible à symboliser. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans ce qu'on a vu ce matin, c'est qu'un cerveau ne se développe pas tout seul. Hein? Un cerveau, il prend d'autres cerveaux pour pouvoir se développer. Parce qu'il est tellement petit, puis pas préparé, puis il y a tellement peu de ressources que s'il prend un cerveau pour prédigérer certaines expériences, pour que Wilfrid Bion parle du phénomène chez les oiseaux, il dit c'est comme si le parent qui s'occupe de l'enfant va prédigérer un petit peu la nourriture. Chez les oiseaux, hein, la femelle va donner des béquilles à ses oisillons, elle va prédigérer un petit peu la nourriture, elle va le nourrir comme ça. Donc, sur le plan psychique, l'enfant, le nourrisson, a besoin exactement de la même type qu'un parent va prédigérer certaines expériences pour l'aider, lui, à les digérer. Mais ça prend un appareil psychique, ça prend un autre cerveau qui soit là. Les traumatismes, puisqu'ils sont difficiles à symboliser, puisqu'on ne veut pas se les remémorer, sont mis en acte, sont rejoués. Alors, dans la littérature, par exemple, quand on regarde les situations d'inceste, il y a souvent trois acteurs. Par exemple, la fille, le père abuseur, puis une mère qui va observer, qui a elle-même été abusée, qui va être co-désirante là-dedans d'une certaine façon. Donc, la notion de traumatisme est liée à la répétition, à la compulsion de répétition. On va rejouer les choses. Hein. Pensez à un jeune enfant qui va chez le dentiste et puis qui a eu peur de ça. Tu sais, la bouche ouverte, les sons là-dedans, puis là, attention, ça peut faire mal. Le réflexe qu'il a souvent, c'est quand il va revenir chez eux, c'est qu'il va prendre son petit frère, sa petite sœur, il va l'asseoir sur une chaise, puis lui, il va être le dentiste, puis il va faire peur aux autres. Donc, il va essayer de maîtriser la peur qu'il a vécue en étant lui-même en maîtrise, donc acteur de cette scène-là. Évidemment, les traumatismes intrafamiliaux sont beaucoup plus complexes à résoudre que les traumatismes qui peuvent surgir, en guillemets, là, par hasard. Bon, j'ai eu un moment donné une patiente qui avait été victime de hold-up avec le gun sur le nez. C'est terrible, c'est un traumatisme, mais les filles que j'ai rencontrées au centre jeunesse qui avaient été victimes d'inceste intrafamilial, soit par leur père ou leur beau-père, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à comprendre, à faire du sens avec, parce qu'il y a une relation, un petit peu d'amour, parce qu'il y a des désirs qui étaient là dans le développement tout à fait normal d'être aimé. Donc, quand il y a un passage à l'acte comme ça, c'est extrêmement complexe à essayer de dépaturer, de dépatouiller tout ça. Bon, la compulsion de répétition, c'est quelque chose qui est à la base de la psychopathologie. C'est dans la représentation du sujet, dans son discours, dans ses conduites, dans ses actes et dans ses situations qu'il vit. Fait que quelque chose revienne sans cesse, le plus souvent à son insu, en tout cas sans projet délibéré de sa part. Cette compulsion de répétition-là, dans le traumatisme, est quelque chose qui vient nous hanter, parce qu'on y pense. Soit on y pense, soit on y rêve, soit on répète des actes ou des gestes qu'on ne veut pas nécessairement répéter. L'aspect thérapeutique de la compulsion de répétition, c'est la réponse différente qu'on va pouvoir donner à ces gens-là. Des enfants abusés physiquement, j'ai travaillé avec eux un certain nombre d'années, ils cherchent souvent la claque. Donc, tout notre travail, c'est d'arriver à essayer de faire vivre d'autres types d'expériences pour qu'ils puissent vivre autre chose que la claque qui s'entend, qui attend. Donc, c'est toute l'analyse du compte-transfert. Ça, je vais y revenir plus en détail avec un outil qu'on a développé avec d'autres personnes.
Il y a les mécanismes de défense en jeu dans la transmission générationnelle. Je veux juste les énumérer parce que je me dis, il faut en tenir compte. Hein? C'est l'identification. L'identification à l'agresseur. Le petit gars abusé physiquement qui se fait battre chez lui, souvent, c'est lui qui va faire l'intimidation dans la cour d'école le lendemain. Hein? Une espèce de polarité comme ça avec l'identification à l'agresseur. L'identification projective, c'est d'amener l'autre à jouer un rôle complémentaire par rapport à notre propre traumatisme. Les projections parentales, hein, t'es juste un niaiseux, t'es juste un pas bon, t'es juste une putain, t'es juste... Il y a des projections qui sont comme ça, faites sur l'enfant, qui tôt ou tard va finir par se conformer à ces projections parentales-là, parce qu'il n'y en a peut-être pas d'autres. Il y a le déni, ça ne m'est pas arrivé. Avec le déni, il y a les deuils non élaborés, et puis là, on a une piste d'intervention. À partir du moment où les gens commencent à élaborer des deuils, hein? Combien d'adolescents que j'ai vus qui ont dit ah, moi, je ne veux plus rien savoir de ma mère. Puis c'est fini. La mère venait de dire c'est fini, elle ne revient plus à la maison, c'est clair. Le juge a tranché, elle a 15 ans, les éducateurs me disent elle a fait le deuil. Tu me dis écoutez, on ne fait pas le deuil de sa mère comme ça. Puis, surtout dans des cas complexes comme ça, c'est l'histoire d'une vie, ça. La mère, après, un mois après, la fille disait ma mère est venue, je retourne chez nous. Tout le travail de deuil, entre guillemets, qui avait été fait avant, n'était pas véritablement un travail de deuil. Comme humain, le besoin d'une mère. Puis le drame, souvent, de ces enfants-là, c'est d'admettre qu'ils n'ont pas eu de mère, mais quand on est enfant, puis on dit « j'ai pas eu de mère », c'est qu'on se dit « j'étais pas aimable ». Hein? Les enfants se mettent toujours en position de dire « c'est à cause de moi, c'est moi qui porte la culpabilité de ça ». Bon, au niveau de la transmission transgénérationnelle, au niveau systémique, il y a tous les phénomènes de triangulation, phénomènes de loyauté aussi, hein, de loyauté invisible qui peuvent être mis là par les valeurs familiales. Juste un exemple pour illustrer. Une fille extrêmement brillante qui est sur le point d'être admise au cégep, qui vient d'une famille qui sont sur le BS depuis 3 générations. À un moment donné, le père qui lui dit « là, il va falloir que tu choisisses, là. Tu veux faire de l'argent, payer de l'impôt, là, nous autres, dans notre famille, là, ça ne marche pas de même. » Donc, elle a été mise en conflit de loyauté. Ou elle restait loyale à la famille, puis elle ne se réalisait pas, ou elle se réalisait et perdait sa famille. Et tous les secrets qui seront beaucoup élaborés là-dessus, hein. Cyrulnik aussi. Cyrulnik qui dit tous les secrets, ce sont des secrets de polichinelle. On le voit avec les commissions d'enquête. Tout le monde le savait. Cyrulnik a élaboré la notion de paradis. Para, P-A-R-A, c'est-à-dire D-I-T-S. On ne le dit pas, mais il y a des actes, il y a des gestes qu'on pose qui fait que on sait qu'il y a quelque chose en arrière. Par exemple, la mère qui se lève à chaque fois qu'il y a question d'inceste à la radio ou à la télévision, elle se lève, elle n'écoute pas ça. Il y a un paradis, là. Les enfants vont à un moment donné dire ce qui se passe à chaque fois que hein, il y a quelque chose qui se passe là, donc il y a des paradis. Là, dans les mécanismes de transmission transgénérationnelle, j'inclus la contagion du système thérapeutique, tous les systèmes de transfert du système familial au système thérapeutique. La réponse qui était donnée à un moment donné au système famille fait en sorte que le système famille va redemander un peu les mêmes services. On a résolu, par exemple, une crise en disant l'enfant est placé. La génération d'après, souvent, les parents vont demander que là, l'enfant soit placé pour régler ce même problème-là. Donc, on a une répétition sans qu'il y ait nécessairement une élaboration. Bon, ça, c'est le triangle de Karpak avec le persécuteur, la victime et le sauveteur. Et souvent, il y a des mécanismes de réparation comme ça, dans lesquels on peut être, dans des dynamiques dans lesquelles on peut être pris comme ça, tout à fait inconsciemment. Bon, la chemin, ça, on en a parlé. Bon,
l'intervention doit tenir compte de deux choses. Arrêter les patterns pathologiques, donc une intervention sur les interactions, puis soigner le ou les traumas. Deux outils, puis c'est là-dessus que je veux un peu plus m'attarder. Toute l'expérience que j'ai eue avec les adolescentes au centre jeunesse, et là je fais partie d'une recherche avec Sophie Gilbert, Véronique Lucie à l'UQAM, au département psycho, pour les jeunes de la rue qui deviennent parents. Et on fait l'utilisation du génogramme analytique à des fins de recherche, au niveau d'une recherche qualitative, c'est-à-dire qu'on essaie de voir l'impact que la possession du génogramme a sur ces jeunes parents-là. Parce que vous savez qu'un des moments les plus importants dans l'intervention auprès des mères, c'est tout ce qui tourne autour de la périnatalité. Le moment où elles deviennent enceintes, au moment de la grossesse, puis tout de suite après l'accouchement, il y a un moment extrêmement, il y a une opportunité de changement là, extrêmement intéressante pour tout le monde. Probablement que vous connaissez le génogramme avec certains cycles, avec les générations. Actuellement, on dit les femmes, c'est des cercles, les hommes des carrés, les liens dans la même génération, les liens de filiation de cette façon-là. Le génogramme analytique, lui, alors que le génogramme classique est davantage fait pour les cliniciens. Hein, c'est Murray Bowen qui a dit, là, au lieu d'écrire 15 pages sur l'histoire familiale, on pourrait peut-être la résumer des schémas, puis on pourrait lire l'histoire familiale avec les schémas comme ça. Ça, c'est le génogramme initial tel qu'élaboré par Bowen. Le génogramme analytique, ça a été élaboré par une psychologue qui s'appelait Silvana Montagano, qui était italienne, et puis qui est venue donner la formation à Montréal. C'est dans une perspective analytique, c'est-à-dire qu'on laisse la parole à la personne. Puis la simple consigne qu'on lui dit, c'est « Parlez-moi de votre histoire familiale, et puis en même temps, dessinez-moi ce qui vous vient quand vous parlez de votre histoire familiale. » Donc ça permet, il y a l'utilisation des couleurs, l'utilisation du dessin. Donc il y a 3 niveaux de communication, mais dans tout accompagnement thérapeutique ou dans tout processus thérapeutique, il y a le verbal, il y a le non-verbal. On a parlé ce matin avec toute la communication de l'hémisphère gauche à l'hémisphère droit, d'inconscient à inconscient. Donc, il y a tout le non-verbal, et puis il y a le compte-transfert aussi, qui fait partie du non-verbal. Mais il y a une dimension dans le compte-transfert qui fait qu'on doit analyser un petit peu ce qui nous arrive. Qu'est-ce que la personne a déposé, qu'est-ce que la personne est venue éveiller aussi en termes de schéma relationnel, puis en termes de répétition de ces patterns relationnels-là. Donc, l'analyse à travers ces 3 canaux de communication-là, du verbal, ce qu'elle nous dit, du non-verbal, puis de l'inconscient, du compte-transfert. Une des avantages du génogramme analytique, c'est le fait que au moment où la personne nous raconte son histoire, donc il y a toute la trame narrative, qui est en soi quelque chose de très thérapeutique, il y a toute la représentation graphique aussi. Ce qui fait que s'il y a des secrets, s'il y a des pans qui ont été oubliés, on va le voir tôt ou tard. J'ai 3 sœurs, un frère, et puis la personne continue à parler, puis finalement, elle représente 2 sœurs, un frère. Et elle sent de cet oubli-là. On ne sait pas. On peut l'interroger chez l'autre personne, par exemple. Donc, le génogramme analytique nous permet de travailler les répétitions d'une génération à l'autre, les traumatismes qui peuvent être identifiés, puis l'effet que ça peut avoir sur les générations suivantes, les façons pathologiques de résoudre des conflits, les suicides, l'alcoolisme, la violence, la psychomanie, les secrets, les non-dits, les mandats transgénérationnels, hein, les conflits de loyauté, les triangles, les filiations, puis toute autre question identifiée par la personne qui vient élaborer ce génogramme. Un des premiers génogrammes analytiques que j'ai fait, c'est une grand-mère. Sa fille était placée au centre jeunesse, elle avait 15 ans, et puis cette fille-là de 15 ans accouche d'un petit garçon. Et la grand-mère dit, la grand-mère du petit garçon, y a-tu quelqu'un au centre jeunesse qui connaît ça? Les histoires de famille, parce qu'elle dit, moi là, je suis en train de paniquer, parce que mon petit-fils vient de naître, puis dans notre famille, quand on a un petit gars, ça marche mal. Elle faisait allusion à son frère qui s'était suicidé, puis à un de ses oncles qui était schizophrène. Donc, elle portait une question de dire,
Comment ça fait que dans ma famille, quand on est homme, ça ne marche pas bien? Et on peut faire un travail avec le génogramme. Ça, c'est la représentation d'un génogramme qui a été fait par une personne. Vous voyez que d'une génération à l'autre, il y a un peu la même forme qui se répète. Il y a des éléments projectifs aussi dans ce type de génogramme-là. Quand on a demandé à cette mère-là qu'est-ce qu'elle voyait là-dedans, elle dit « Oh, c'est comme une grosse méduse, hein, comme une grosse pieuvre. » Elle dit « C'est extrêmement difficile de s'individuer. » Elle n'a pas dit ça de même, elle dit « C'est très difficile d'être différent dans notre famille. » Quand on essaie d'être différente, c'est difficile. Il y a comme une règle familiale qui est là. Un autre exemple, on voit ici que la... Donc, la personne nous raconte son histoire et elle oublie de mettre son père là. Dans notre génération, il y a un peu le même phénomène qui va se reproduire, c'est-à-dire qu'il y a un père qui est là, mais qui est complètement occulté de l'histoire, parce que le père biologique de son garçon, qui est en bas, Sam en question, c'est un conjoint qui est le père de cette petite fille, mais le père du petit gars, lui, n'est pas du tout présent. Et lui, le petit gars, va arriver à l'école, le père n'est pas présent, mais il a reconnu sa paternité. Donc, le patronyme du petit garçon n'est pas celui de la mère, n'est pas celui du beau-père, et celui de son père biologique. Donc, il va arriver à l'école, puis il va s'apercevoir que ça a un sens, le patronyme. Et là, il va revenir à la maison, lui, puis il va dire « Comment ça fait, moi, que je ne m'appelle pas comme ma soeur, puis que je ne m'appelle pas comme toi, puis que je ne m'appelle pas Sam? » Hein, quand on parle de paradis, ça en est un très, très gros. Donc, il y avait tout un secret extrêmement lourd autour du père. Et puis, ce petit gars-là avait les mêmes difficultés que la mère reprochait son père, son géniteur. Donc, le secret faisait encore en sorte que la mère ne voulait absolument pas que son fils ressemble à son père, mais en taisant tout, hein, c'est une formule d'un des psychanalystes qui disait « on devient ce que l'on méconnaît ». Il y a quand même certains points de repère qui sont là parce qu'ils sont en absence, qui a servi de repère à ce petit gars-là. Finalement, un dernier génogramme. On voit ici que c'est un peu bordélique. Et puis, l'idée du génogramme, c'est que ça nous donne accès à la représentation de l'histoire relationnelle des personnes qui nous racontent ça. Le support physique, le support du dessin va nous permettre aussi d'interroger avec cette personne-là certaines zones grises de l'histoire ou certains trous de l'histoire ou certaines répétitions de l'histoire. Donc, ça va nous permettre très concrètement de dire, vous avez dit ça, il y a telle représentation, et puis la personne d'elle-même va s'interroger aussi. L'effet que ça crée la plupart du temps, c'est que c'est souvent fait sur plus d'une fois, c'est qu'entre les séances de passation de génogramme, ça va beaucoup réactiver certaines relations qui avaient été mises de côté, parce que la personne veut connaître davantage son histoire. Puis elle dit « Ah, mais tel oncle, là, lui, ça fait longtemps que j'ai parlé, mais lui, là, il savait plein de choses sur ma famille. » Donc, ils vont réactiver les contacts pour construire leur histoire. Mais construire leur histoire, pas comme... Comment je vais dire ça? Parce qu'il y a dans le présent des réminiscences qui sont encore vivantes de ce passé-là qui est mal compris. Et l'histoire va permettre de donner sens à certaines difficultés qui peuvent être extrêmement troublantes quand on n'a pas l'ensemble de l'histoire. Un des effets que ça fait chez les jeunes parents dans la rue, ça crée un peu un effet sujet. C'est-à-dire qu'ils sont toujours perçus comme « Ah, je viens d'une famille pourrie, puis moi, je suis à la rue parce que j'ai peu de chance dans la vie, puis tout ça. » Mais ils décident d'avoir des enfants. Ils sont désirants en quelque part. Ils sont actifs dans leur histoire. Et la passation du génogramme leur permet de dire « Oups, là, je
je viens dans quelque part, puis il y a mon enfant qui est là aussi. Et lui aussi vient dans quelque part. Et quelque part, ben, j'ai un rôle extrêmement important à jouer là-dedans. Donc, ça démarre tout un processus de questionnement qui est extrêmement important parce que ces jeunes de la rue-là, comme les jeunes des centres jeunesse, hein, c'est un peu souvent les mêmes, portent très peu leur histoire. Souvent, n'ont pas vécu suffisamment longtemps avec des personnes significatives qui vont pouvoir porter leur histoire et leur raconter. De là l'importance d'essayer de reconstruire avec eux leur histoire pour que, dans l'actuel, ce qui leur arrive avec leur enfant puisse prendre sens par rapport au passé. Ça, c'est le dessin d'un enfant qu'on a demandé de représenter sa famille. Là, on voit bien l'utilisation de couleurs. L'autre, on avait la consigne, c'était l'utilisation de couleurs, mais on n'a pas pu les transmettre, les reproduire. L'autre outil que j'ai développé avec des intervenants, à la base, c'était Jean-Paul Alain qui avait conçu ça. C'est-à-dire que pour tenir compte des phénomènes inconscients, hein, pour tenir compte de ce qu'on enregistre là, avant d'en prendre conscience, puis des fois, on n'en prend pas conscience, on va essayer de tenir compte des trois canaux de communication. Du côté gauche, c'est la colonne du sujet. C'est-à-dire que ce qui est agi, ce qui est senti, ce qui est dit, est là. La colonne du milieu, c'est l'entourage, c'est-à-dire les choses, événements, le senti de l'intervenant puis l'entendu. Et la troisième colonne, c'est le compte-transfert, c'est-à-dire les actions de l'intervenant, les réactions émotives à ses propres réactions. Alors, je me suis senti impuissant. Voilà. Mais qu'est-ce que ça te fait de te sentir impuissant dans cette situation-là? Ah, ben là, je me suis mis à parler, je me suis mis à, bon, OK. Et puis, ce que j'ai répondu, donc, ce qui a été dit. Donc, là aussi, on retrouve les trois canaux de communication, c'est-à-dire les actions, ce qui a été fait, notre senti et ce qu'on a dit. Cette première partie de la grille-là, on demande à ce que ce soit rempli le plus spontanément possible, avec le moins de jugement possible, justement pour pas que le cerveau gauche, qui est plus analytique, puisse, lui, construire tout ça. On demande que ce soit vraiment des flashs, qui soient là, un ou deux mots, soit à la suite d'une séance de thérapie, soit à la suite d'une rencontre là, dans le travail que les intervenants psychosociaux peuvent faire, ou tout ça d'autres personnes qui font l'accompagnement thérapeutique ou la thérapie du sport. Là, il y a une séance tout de suite après l'association libre. C'est-à-dire que tout le matériel qu'on va associer librement sur ce qu'on vient d'émettre dans ces 9 carreaux-là, on va se laisser complètement aller pour avoir accès le plus possible à notre inconscient et à défaire certains liens que peut-être la théorie nous induit à faire sans nécessairement que la clinique, elle, nous dise qu'on est en période un peu de déconstruction de certains modèles pour pouvoir avoir accès le plus possible à l'impact que ça a eu sur nous au niveau de ces trois communications-là, du verbal, du non-verbal, puis du phénomène de transfert. Et là, on se pose trois questions. Une fois qu'on a ça, on a ça devant nous. Des fois, on le fait en équipe, extrêmement riche. La représentation du monde intérieur, du sujet. Avec tout ce qu'on a comme information, avec ces trois canaux de communication, qu'est-ce qu'on a comme représentation du monde intérieur du sujet, premièrement. Deuxième question, qu'est-ce que ce sujet-là tente de dire à son entourage? Il y a ce qu'il dit verbalement, mais il y a ce qu'il fait et il y a ce qu'il nous communique sur le plan du compte-transfert, sur le plan affectif aussi. Hein? Il peut nous dire, il y a des filles qui me racontaient leur abus. J'étais extrêmement mal parce qu'elle pouvait me raconter la même chose quand elle était allée chercher un sac de chips au détonneur. Aucune espèce d'affect qui était là. Et je ressentais quelque chose, par exemple, qu'elle ne ressentait pas nécessairement consciemment, mais qu'elle venait déposer dans moi. Donc, qu'est-ce qu'elle tente de dire dans son entourage? Et puis, toute la question du compte-transfert, quel rôle j'ai été tenté de jouer? Pas seulement quel rôle j'ai joué, mais quel rôle j'ai été tenté de jouer dans cette situation-là pour nous mettre sur des pistes d'intervention sur qu'est-ce qui est en train de se rejouer, qu'est-ce qui est en train de se répéter. Et puis,
qu'est-ce qui se répète? Quel rôle j'étais tenté de jouer, puis qu'est-ce qui se répète? Au sens très large. Des fois, c'est des mots qui se répètent, des fois, ce sont des situations, des fois, ce sont des patterns relationnels qui se répètent. Et qu'est-ce qui est de l'ordre de la compulsion de répétition, des patterns relationnels, des modèles opérants internes des troubles d'attachement qui sont répétés là, pour que nous, on puisse fournir une autre réponse à ce qu'il y a toujours, à ce mécanisme de répétition-là qui joue habituellement toujours dans les cas de pathologie. Oui, ça fait le tour. Ça fait le tour. Juste une petite parenthèse. C'est sûr, l'accordage, le désaccordage, puis le raccordage, ça me faisait penser beaucoup. Je travaillais beaucoup à la question de l'alliance thérapeutique. C'est exactement la même chose. Hein? On essaie d'instaurer une alliance thérapeutique. Il y a des ruptures dans l'alliance thérapeutique dans tout processus. Et puis nous, notre job comme thérapeute ou comme intervenant, c'est d'essayer de restaurer l'alliance thérapeutique. C'est le même phénomène. Et plus on restaure l'alliance thérapeutique, plus il y a un raccordage, plus ces circuits-là vont emprunter des chemins qui étaient peut-être peu présents avant qu'on essaye de mettre ça ensemble. Donc, on voit souvent qu'au niveau de la clinique, les théories, souvent, décrivent les mêmes phénomènes cliniques, mais avec des mots même différents. Est-ce qu'il y a des questions? Pardon, je vous demande de passer au micro, s'il vous plaît. Pour les personnes en arrière, on entend bien ici. Je ne sais pas si je pousse la question loin, mais est-ce qu'on pourrait presque dire que toute intervention relationnelle ou thérapeutique est susceptible d'être efficace dans la mesure où on ne répète pas le processus? Oui. Ça veut dire que quand on tourne en rond dans une relation, c'est parce qu'on répète quelque chose de problématique. Donc on résout rien. Oui. Okay. L'idée, c'est, ça a été expliqué de façon très, très claire ce matin, c'est toute cette relation d'empathie puis de contenance. La question de la contenance, c'est bien sûr de savoir contenir sans trop réagir, mais c'est surtout de métaboliser ce que l'autre vient déposer en nous. L'enfant, pour reprendre cette analogie-là, qui était très, très bien expliquée ce matin, l'enfant qui se met à crier, à faire des grimaces, il y a quelque chose qui se passe. Mais comment nous, on décode ce besoin-là? Hein? C'est peut-être un besoin physiologique, mais c'est peut-être un besoin psychologique. Hein? Il a peut-être eu peur, il a peut-être, je ne sais pas, il est angoissé, il est sale, il faut le laver, il a faim, ou c'est à plusieurs niveaux. Mais il faut d'abord, on contient ça, mais on élabore une réponse physique ou psychique. Mais il faut d'abord faire pour processer cet ensemble d'informations-là que ce jeune enfant-là nous envoie pour pouvoir donner une réponse qui fait qu'il y a une régulation affective. Au niveau des processus thérapeutiques, je dirais que c'est un peu la même chose. On va contenir, on va élaborer quelque chose, puis on va tenter, avec la personne qui est là, de réguler avec elle cette émotion-là qui est souvent dans son histoire, elle n'a pas été capable de réguler toute seule, parce qu'elle n'a pas eu cet autre cerveau-là, comme je disais au début, qui a été capable de l'accompagner en un certain temps pour lui montrer, en guillemets, c'est pas de l'apprentissage, mais en attendant que le développement neuro-psychophysiologique puisse se faire. C'est l'accompagnement où il n'y a pas de répétition, mais où la répétition est là et où nous, comme intervenants, on évite de tomber dans cette répétition-là. De dire, ah ben là, ça tourne en rond, puis on ne peut rien faire, puis on va arrêter ça là, la thérapie. On va arrêter ça là, votre accompagnement. Je pense qu'on a une responsabilité comme aidant de se poser la question, qu'est-ce que ça nous fait à nous? Alors moi, j'ai toujours été extrêmement fasciné dans les discussions de cas d'équipe que j'avais au centre jeunesse. Je disais, mais on ne comprenait pas. Les jeunes nous faisaient réagir, ou ils nous faisaient réagir. Puis on comprenait ce qui était en jeu.
on comprenait ce que ce jeune-là mettait en jeu tout à fait inconsciemment. Et puis là, ça devenait clair. Ça fait que quand on arrivait en présence, ça avait disparu. Un peu comme par magie. Puis, tous ceux qui ont eu accès à ce type de discussion-là peuvent en témoigner, parce qu'au début, je me disais, ça doit être un petit peu ésotérique, là, mon affaire, je dois pas être. Mais là, il y a quelque chose qui fait que quand on comprend quelque chose, avec ces types, pas juste une compréhension intellectuelle, on est capable de fournir un autre type de réponse, ce qui fait que quand la mère a trouvé exactement ce que son enfant a besoin, elle va lui donner, mais déjà on sent l'apaisement chez l'enfant, mais même souvent qu'elle lui donne. OK? Merci beaucoup.